Sirex. Et de l'assainissement du Congo-Brazzaville, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Inde, Messieurs les experts, honorables invités et participants du Sirex, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à la 3e journée du Sirex, Salon international des ressources extractives et énergétiques à Abidjan, Côte d'Ivoire. Et surtout bienvenue au panel transversal sur le contenu local autour du thème politique et stratégie pour une plus forte implication des nationaux dans les industries extractives et énergétiques. Ce panel de haut niveau portant sur un sujet d'un intérêt aussi global que particulier est placé sous la présidence de Monsieur le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, vise de façon générale à amener les décideurs et les opérateurs économiques à une prise de conscience de la nécessité et de l'urgence à mettre en œuvre de manière efficace le contenu local dans les industries extractives et énergétiques en Côte d'Ivoire. Pour assurer la modération de ce panel, un homme d'expérience et un expert d'un haut niveau. Monsieur Jean-Philippe Atsé, qui est-il? Monsieur Jean-Philippe Atsé est directeur associé de Africa Integrated Energy Solutions. Monsieur Atsé est ingénieur financier et entrepreneur chevronné. Fort de 25 ans d'expérience dans les secteurs de l'énergie et de la finance, il a acquis une expertise reconnue dans la structuration de projets complexes et la conception de stratégies d'entreprise. Après avoir débuté sa carrière en tant qu'ingénieur à la Petrosi, dans les années 2000, M. Atsé a rapidement gravi les échelons pour occuper des postes à haute responsabilité dans les institutions financières de renommée mondiale. Son parcours l'a propulsé à Hong Kong au sein de la banque d'investissement de la Société Générale où il a travaillé en tant que spécialiste du secteur pétrolier et gazier. M. Atsé intègre ensuite la première bourse des matières premières, où il dirige l'équipe en charge de la stratégie. Fort de ses expériences, M. Atsé crée sa première société de conseil, Aquaba Capital, en 2014. En 2023, il rejoint Africa Integrated Energy Solutions en tant que directeur associé et est dédié aux projets énergétiques en Afrique. M. Atsé est titulaire d'un MBA en finance et stratégie obtenu à Hong Kong, d'un Master of Science in Petroleum Engineering obtenu aux États-Unis et d'une spécialisation en économie et management du pétrole obtenu à Paris. M. Atsé est aussi diplômé de l'Institut national polytechnique INPHB de Yamoussoukro, de l'École supérieure des mines et de géologie. Fort de sa double expertise technique et financière, M. Atsé est un artisan de l'émergence de nouveaux projets dans le secteur de l'énergie en Afrique. Il prodigue régulièrement des cours sur le secteur de l'énergie, les marchés financiers, le leadership et la création d'entreprises. Il veut faire de l'énergie une denrée accessible et durable pour le milliard de citoyens africains. Mesdames et messieurs, je voudrais, sous vos ovations, que nous puissions recevoir ici, pour ce panel, M. Jean-Philippe Atsé. Sous vos ovations, s'il vous plaît, pendant qu'il arrive, pendant qu'il monte sur l'estrade. Jusqu'à ce qu'il arrive, s'il vous plaît, c'est un jour important. La parole est vôtre, monsieur Atsé. Bonjour, chers invités, honorables, Monsieur le Ministre. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome today to this panel. Alors, on va le faire en français, je rassure tout le monde. Il y a une traduction simultanée, d'après ce que je sais, pour les personnes, les hommes et les femmes qui ne parlent pas le français. Reggie, please, vous pouvez revenir à la slide d'avant, s'il vous plaît. Voilà. Donc, le sujet d'aujourd'hui est d'une importance capitale. Nombre de discussions que j'ai eues avec des opérateurs, avec l'administration, des entreprises locales ou des individus se passionnent pour la notion de contenu local. Le thème qui nous est donné aujourd'hui d'aborder est celui de réfléchir à des solutions, des stratégies pour davantage impliquer les sociétés nationales, les opérateurs nationaux, dans ce que nous appelons
un marché très important qui est celui des industries extractives. Donc les mines d'un côté, le secteur minier et le secteur pétrolier gazier de l'autre. Vous n'êtes pas censé savoir que ces industries requièrent de très lourds investissements. Nous parlons en milliards de dollars. Ce sont des projets qui s'effectuent et qui se planifient sur une échelle de 5 ans en moyenne et qui ensuite partent sur une durée d'exploitation de 10, 20, parfois 30 ans. Ces projets requièrent une expertise technique, une technologie, un savoir-faire que bon nombre d'opérateurs locaux tout simplement ne possèdent pas. D'où cette dichotomie de savoir, lorsqu'un opérateur international se présente dans un pays, comment est-ce qu'il peut impliquer les entreprises locales? Comment est-ce qu'on réussit cela? C'est de cela que ce panel va s'atteler à réfléchir et à discuter aujourd'hui. Next. Alors en Côte d'Ivoire, nous avons depuis, vous voyez le processus, depuis 2022 jusqu'en mai 2024, il a fallu à peu près 2 années entre les premiers textes de loi, les décrets d'application qui ont été pris, et enfin le lancement de la plateforme du contenu local le 30 mai 2024 en ce qui concerne le secteur pétrolier gazier. Je comprends que pour ce qui concerne le secteur minier, la loi est en cours et devrait être promulguée, le décret aussi. Cette loi fait référence à différentes catégories d'activités, A, B et C. Grosso modo, les activités A sont celles du conseil, par exemple, et qui sont exclusivement réservées aux entreprises ivoiriennes. La catégorie B fait référence à 2 sous-catégories, et là je ne vais pas rentrer dans les détails, les spécificités de la loi. Une entreprise dite de droit ivoirien, une entreprise qui peut faire un partenariat avec une société privée internationale. Je ne rentrerai pas dans le détail, je vous présente juste succinctement comment est-ce qu'elle est catégorisée. Et enfin, la catégorie C des entreprises, activités pour lesquelles, les entreprises étrangères, donc je préfère d'ailleurs le terme d'entreprise internationale, sont autorisées à effectuer directement. Parce que précisément, aucune entité nationale n'aurait la capacité, soit financière, soit technologique, de le faire. Alors, next, s'il vous plaît. Alors, selon qu'on est une entreprise locale, selon qu'on est un individu, selon que l'on soit l'administration, selon peut-être qu'on se projette en tant qu'entreprise internationale, finalement, qu'est-ce qu'on entend par contenu local? On va essayer d'y réfléchir et de le définir tous ensemble. Next slide, s'il vous plaît. Et ensuite, nous allons nous attarder à comprendre les enjeux. Une fois qu'on aura un peu compris qu'est-ce que c'est, on va regarder les enjeux plus en détail. Quels sont les enjeux pour le secteur local? Quels sont les enjeux pour le secteur international, les entreprises internationales? Quels sont les enjeux pour l'administration? Next. Une fois que nous aurons compris les enjeux, on va réfléchir à ce qu'il faille faire pour inciter le contenu local, pour le favoriser. Et c'est en ce sens que nous avons un ensemble de réglementations, en général définies dans le cadre de ce qu'on appelle les lois sur le contenu local. Donc nous regarderons un peu ces lois, nous regarderons un peu leurs challenges et les défis. Next, s'il vous plaît. Et une fois que nous aurons fait ça, nous ferons un zoom sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est en pleine implémentation de sa loi, et cela tombe bien parce que nous avons dans notre panel une personne en charge de cette dite loi au Nigeria, mais qui, elle, a débuté depuis les années 2010. Et nous avons également 2 autres panélistes qui sont des spécialistes de la loi sur le Sénégal, du contenu local du Sénégal, et qui, elle, a démarré en 2019. Donc la Côte d'Ivoire, qui, comme vous l'avez vu tout à l'heure, implémente sa loi depuis 2024, so to speak, a beaucoup à apprendre de ce qui s'est passé dans ces pays-là. Donc on va regarder ensemble, d'un point de vue des entreprises ivoiriennes locales, les défis, les challenges qu'elles perçoivent, et surtout s'attarder un tout petit peu sur les solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour effectivement permettre à ces entreprises ivoiriennes de mieux s'impliquer et de mieux s'intégrer à ces opérations extractives. Next. Et enfin, je vous inviterai à un petit voyage, parce qu'il faudra se projeter un tout petit peu. Ce que nous faisons aujourd'hui est pour les générations futures. Et donc, on sera dans un environnement où les experts nous disent on fera face à la montée en puissance, c'est déjà le cas, des intelligences artificielles. Qu'en sera-t-il de ces lois?
Qu'en sera-t-il de leur impact dans 10, 20, 30 ans? Également, on regardera ce que j'appelle les enjeux globaux, de type empreinte carbone. Comment est-ce que tout cela, effectivement, pourrait affecter nos lois et nos politiques incitatives? Et sur ce, nous allons conclure. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais inviter à la fin de nos échanges 2 ou 3 experts qui sont dans la salle également et qui pourront venir compléter un tout petit peu, nous donner une autre perspective peut-être des choses qu'on n'aura pas bien abordées. Donc il y aura un professeur émérite qui a formé bon nombre de techniciens qui sont aujourd'hui dans cette salle, qui interviendra. On a également un spécialiste juridique et fiscal d'une société internationale présente sur le territoire ivoirien qui pourra dire quelques mots. Et enfin, nous aurons une petite session de questions-réponses, je l'espère, de l'audience et auxquelles nous pourrons éventuellement répondre. Sur ce, je vais me faire un plaisir, donc next slide please, je vais me faire un plaisir d'introduire notre panel pour discuter de toutes ces questions. Next. Et donc j'en profite sous vos applaudissements en même temps de les accueillir. Monsieur Kamel Koné, qui est président du groupement GES Petrogas Côte d'Ivoire, qui rassemble la fêtière, qui rassemble l'ensemble des entreprises du secteur local ivoirienne. Monsieur Kamel Koné est également chef d'entreprise de la société Hydrodrill, qui a des opérations en Côte d'Ivoire, mais également opère sur un bloc en Guinée équatoriale. Donc il a aussi une expérience locale et une expérience internationale, donc c'est très intéressant. Donc Kamel, bienvenue. Merci. J'appelle ensuite mon cher ami également Fetegué Koné. Fetegué Koné, directeur général de Valaris. Alors c'est un Ivoirien, mais international, pur produit justement du contenu local, puisqu'il a pu bénéficier de formations déjà à l'INP-HB, mais également au sein donc, de la société Valaris, et donc a pu être formé. Et fort de cette expérience et de cette formation, de son Training Management Programme, comme il dit, il a su gravir les échelons et aujourd'hui opérer une société qui est ce qu'on appelle un drilling contractor. Donc en fait, ce sont des gens qui font les fourrages en eau offshore. Et il opère aujourd'hui dans tout un tas de pays, notamment les Philippines, et aujourd'hui il est basé donc en Amérique du Sud. Donc c'est intéressant parce que lui nous donnera une perspective internationale de ce que nous verrons ici aujourd'hui. Mr. Alilou, Abdul Malik Alilou. So I'm going to switch in English because our guest is from Nigeria. He's in charge of the Nigerian board, which basically oversees and monitors the local content in Nigeria. Il est en charge donc d'une agence au Nigeria qui est spécifiquement dédiée à s'assurer que le contenu local est bien implémenté. Monsieur Ibrahima Talla, qui nous vient du Sénégal, qui a joué un rôle très important dans la mise en place de la loi sur le contenu local en Côte d'Ivoire, puisqu'il a aidé les équipes de notre Direction générale des hydrocarbures, ici d'ailleurs représentée aujourd'hui par son directeur, Monsieur Essé, bienvenue. Monsieur Talla est donc un spécialiste au travers de sa société appelée African Content, comme son nom l'indique. Il pourra donc nous éclairer aussi sur les benchmarks et les comparaisons avec lesquels il a de nombreuses fois il a dû donc intervenir. Dr Rémi Pied, qui est directeur associé de la société donc Embelly Advisory. Alors un groupe très intéressant, présent dans 5-6 pays au travers du monde. Et avec Dr Rémi, ce qui est intéressant, c'est qu'on va regarder le volet finalement ESG, environnemental, social et gouvernance, qui est un cadre un peu plus important du contenu local. Dr Rémi, bienvenue. Et nous avons enfin Monsieur Mbaye Ndiaye, qui nous vient également du Sénégal, qui a joué un rôle clé dans la mise en place et l'implémentation de la loi sur le contenu local au Sénégal, et qui aujourd'hui dirige la société IOGS qui y est basée. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, please welcome le panel. Sous vos applaudissements, nous allons démarrer notre session. Merci.
Test, test. C'est bon, ça marche. Alors, ça m'embête un peu. Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît, madame? Allez, parti. Bon. J'ai le fil qui me tient. Alors, nous allons démarrer cette session. Messieurs, donc j'espère que vous êtes prêts, qu'on ait des échanges intéressants et le plus dynamique possible. On en a à peu près pour une heure d'échange avant que nous puissions donner un peu la parole à l'audience. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire chacun de votre point de vue, qui, comme on l'a vu, est différent, finalement, qu'est-ce que c'est pour vous le contenu local? Qu'est-ce que c'est pour vous le contenu local? Kamel, tu veux peut-être démarrer? Ok. Bonjour à tous et merci d'être venus aussi nombreux. Sorry, I will speak in French. I know that I see a lot of students in the audience, so I think it is important that they get the message because it is very, very important. And tu sais, le contenu local, la définition que je vais donner du contenu local, on est nombreux sur le panel. Je pense que tout le monde donnera sa définition, mais je vais te faire à tout le monde un petit résumé de la loi. Et je pense que comme ça, on arrivera à avoir le message le message même du contenu local, surtout en Côte d'Ivoire. On a une loi sur le contenu local qui nous dit qu'à partir de maintenant, lorsqu'on va vouloir travailler et intervenir dans le secteur pétrolier ivoirien, il va falloir compter avec les Ivoiriens. Il va falloir avoir un agrément au niveau de la Direction générale des hydrocarbures. Okay. Il y a des activités, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui sont réservées maintenant à des Ivoiriens. Il y a des postes qui sont réservés à des Ivoiriens. Chaque entreprise prestataire de services pétroliers ou entreprise pétrolière va être obligée de présenter un plan de contenu local. Il y aura un monitoring et un suivi de ce plan et des actions relatives au contenu local. Et également, il y aura des sanctions au cas où les règles ne sont pas respectées. Donc, vous comprendrez alors que en Côte d'Ivoire, ce serait comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que les Ivoiriens puissent eux-mêmes récupérer une partie de leur industrie et des ressources qui vont émaner de leur industrie pétrolière. Très bien, ok. Fetegui, quelle est pour toi la notion de contenu local? Comment est-ce que tu la définirais? Bonjour, c'est vraiment un plaisir toujours d'intervenir ici en Côte d'Ivoire, ma terre natale. Pour moi, le contenu local, c'est tout un programme qui permet de mettre à la disposition de l'industrie les ressources locales à proximité d'eux pour que ces entreprises-là puissent opérer et faire leurs opérations avec moins de dépendance des biens extérieurs, du matériel extérieur et aussi, si tu veux, avec l'appui des entreprises locales. Donc, pour moi, le contenu local, c'est comment les entreprises nationales, les opérateurs et toute la chaîne peut collaborer pour développer ce qu'on appelle les capacités locales, de telle sorte que l'industrie soit autonome et elle base son efficacité et sa durabilité sur les compétences locales. Très bien, ok. Donc préférence nationale, opération. Mr. Halilou, what is, from your perspective, how would you define the local content? Okay, thank you very much. I bring greetings from the government and people of Federal Republic of Nigeria. We're happy to be invited to this event and share our own perspectives. So I'll give a tripod definition of local content, the way we understand it in Nigeria. The first is in-country value addition. That's how we define local content, making sure that the equipment, the hardware, software solutions, oilfield chemicals that the oil and gas industry value chain requires is being able to be produced locally. The second tripod is to also build capacity. So when we talk about local content, it's also the ability of the indigenous supply chain to have the capacity to be able to provide the necessary services without compromising standards. So the oil industry is an international business, so local content does not compromise standards. Local content is also not about nationalization of countries' businesses. Then the third definition that we have is
about utilization of capacities that exist. So that means that you need to have a very transparent and efficient tender management process that ensures that local capacities that have the requisite qualification are able to access business opportunities in the oil and gas sector. So these are the three major buckets of definition. Thank you. And now you're going to make the exercise extremely difficult for the three gentlemen there. Monsieur Talla, que pourriez-vous rajouter à ce qui vient d'être dit par les trois premiers intervenants? Merci beaucoup, Monsieur Hatse. Il sera difficile de rajouter quelque chose de pertinent parce que tout a été dit déjà. Et aujourd'hui, en matière de contenu local, vous pouvez avoir autant de descriptions ou définitions distinctes que d'intervenants. Donc, face à cette situation, je prends l'approche microéconomique en identifiant d'abord dans un projet dans le secteur dans les industries extractives, pétrole, gaz ou mines, en termes de valeur, comment est-ce que nous pouvons distinguer les sources ou bien les canaux de valeur? Okay. C'est-à-dire que les revenus qui peuvent sortir de projets d'exploitation sont essentiellement les revenus gouvernementaux. D'un point de vue national, les revenus gouvernementaux, nous avons les salaires des nationaux et nous avons les revenus générés par le secteur privé local, les amis de M. Kamel. Ouais. Et sur ces trois-là, il y en a deux qui impactent directement l'Ivoirien parce que les revenus de l'État vont au Trésor et contribueront au financement de stratégies nationales de développement et ne nous impacteront pas directement forcément, mais nous donnent plein d'opportunités. Maintenant, tout ce qui sera constitué de salaires pour des nationaux et de revenus pour les entreprises locales impactera directement un ou plusieurs Ivoiriens. Okay. C'est pour cela que j'aimerais, d'un point de vue microéconomique, je considère le contenu local comme étant la part des investissements qui nous touchent directement en tant que nationaux. Okay. Maintenant, ce n'est pas quelque chose qui est acquis par défaut, parce que pour pouvoir saisir ces opportunités-là, il faut se mettre à niveau. On reviendra sur les challenges, voilà, comme tu le sais tout à l'heure. Nous allons voir ça sur les enjeux. Plus tard. Donc c'était pour souligner que c'est un cercle vertueux qui permet de saisir ces opportunités en s'améliorant. C'est cela. Merci. Ok, très bien. Docteur Rémy. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation et félicitations aux organisateurs pour un très bel événement. Pour compléter, beaucoup de choses intéressantes ont déjà été dites. Bien sûr, le contenu local, c'est une question de création de valeur partagée entre les opérateurs, entre les gouvernements, entre les communautés, entre les investisseurs. Et si je devais juste rajouter peut-être quelque chose à ce qui a été dit, c'est d'un point de vue des opérateurs et des investisseurs, c'est aussi une question de gérer les risques, de s'assurer de l'intégration de leurs projets dans une vision de développement territorial et économique dans le pays d'accueil. Quand on regarde les risques principaux aujourd'hui pour les investisseurs internationaux, le risque social, de licence sociale du projet, le risque, le ESG, Risk Mitigation, est vraiment un facteur essentiel pour entraîner la création d'investissements dans les territoires. Et pour cela, une régulation claire dans le contenu local, un encadrement efficace de la part de différents acteurs gouvernementaux est essentiel pour intégrer un projet minier ou énergétique dans un tissu socio-économique durable et dans une vision territoriale qui assurera la pérennité de ce projet et l'acceptation par les communautés elles-mêmes. Très intéressant, donc volet intéressant effectivement de la durabilité. Monsieur Mbaye. Merci. Merci, monsieur le modérateur. Je pense qu'après ces interventions, ma définition serait un peu laborieuse. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour moi, le pétrole et le gaz, c'est énormément d'investissements étrangers. C'est beaucoup de capitaux étrangers qui sont investis dans nos pays par des compagnies étrangères et qu'il faille rembourser au moment de la production. Si on ne fait rien, au moment où ces sommes sont investies, l'essentiel du travail et le personnel qui le fera et les entreprises qui le feront risquent d'être des entreprises étrangères. Je reviendrai sur ça un moment. L'autre aspect, c'est que c'est beaucoup de ressources investies, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, le contenu local, maintenant, cherche à faire quoi? C'est quoi exactement? Pour moi, c'est ce qui restera au pays quand tout sera fini. Parce que, comme nous le savons, les ressources
c'est des ressources naturelles qui sont appelées à finir. Elles sont de très haute déclivité du fait des sommes qui sont derrière. Donc, on les exploite à outrance. Qu'est-ce qui va rester dans le pays le jour où tout sera fini? Ce qui va rester dans le pays, c'est les ressources humaines dont on aura permis la capacitation au cours des opérations qui sont déroulées. C'est également les entreprises qu'on aura aidées à monter en puissance, donc à se hisser au niveau des standards internationaux. Mais c'est également toutes les retombées de ces ressources importantes dans les autres secteurs d'activité du pays, que ce soit dans l'agriculture, dans la pêche, dans l'éducation, dans les autres secteurs. Les revenus tirés de ces ressources-là permettront de développer ces secteurs-là. Pour moi, c'est toute cette somme de retombées au niveau du capital humain, au niveau des entreprises et au niveau également des autres secteurs qui constituent le contenu local. Parce que ça va rester dans le pays de manière durable, qu'il y ait pétrole, gaz ou non. Alors, Voilà. donc vous le voyez, la notion de contenu local, selon que nous soyons le pays, comme il vient de le dire, ce qui va rester in fine de ces opérations, selon que nous soyons une entreprise internationale, comment est-ce qu'on doit adapter nos opérations justement à l'environnement dans lequel nous intervenons, selon que nous soyons une entreprise locale elle-même, quel regard nous portons sur ces nouvelles opportunités. Il y a des volets et des facettes très différentes en vérité du contenu local. Et d'ailleurs, M. Mbaye le rappelle, au-delà même des énergies extractives, il y a un volet très général finalement du contenu local. Alors, ça me donne, vous me tendez la perche, M. Mbaye, vous avez effectivement, vous nous permettez d'amorcer le prochain sujet, qui est celui en fait des enjeux. Hein, donc, il faudrait que vous nous aidiez à présent, hein, chacun avec un peu votre angle. Alors, je vais m'adresser à deux personnes donc du panel, et vous aurez peut-être l'occasion de rebondir éventuellement sur ce qu'elles ont dit. Donc, d'un point de vue de l'entreprise locale, Kamel, à tout seigneur, tout honneur, quels sont pour toi, alors encore une fois dans un cadre général, n'oublie pas qu'après nous pourrons regarder plus spécifiquement la Côte d'Ivoire, mais d'un point de vue général pour toi, quels sont les enjeux pour une entreprise locale, finalement? Écoute, les enjeux, l'enjeu principal, pour moi, c'est le renforcement des capacités. Mais il y a une chose qu'il faut signaler. L'enjeu, il n'est pas uniquement au niveau des compagnies locales. Et il est important qu'on arrive à sortir un enjeu qui regroupe et les compagnies locales et les compagnies internationales. J'y viendrai. Oui, j'y viendrai. Je comprends très très bien, mais le contenu local a tendance à exalter, disons, les sociétés et les compagnies locales et à faire peur, ce qui est normal, hein, ce qui est normal, et à faire peur aux sociétés et compagnies internationales, ce qui est compréhensible. Donc, il faut qu'on puisse ressortir des enjeux qui font, qui est un partenariat gagnant-gagnant entre les locaux et les compagnies étrangères. Les compagnies locales qui vont avoir accès à de la technologie, qui vont avoir accès à de la formation, qui vont se positionner sur des marchés sur lesquels ils n'ont pas été par le passé, et des compagnies étrangères qui vont avoir accès à des marchés locaux, qui vont avoir accès à de la main-d'œuvre bon marché. Quand on arrive à développer une industrie locale, qui vont avoir accès à des biens et services locaux, et aussi qui vont pouvoir démontrer qu'ils participent à des initiatives dans des pays locaux. Donc je pense qu'il y a un mix à trouver entre les enjeux locaux et les enjeux internationaux. Et c'est ce qui est le plus difficile à faire. C'est ce qui est le plus difficile, donc c'est intéressant. Donc il faut bâtir les capacités locales, mais en même temps, il faut que ça soit un partenariat gagnant-gagnant. C'est ce que nous allons retenir. Du coup, d'un point de vue des entreprises internationales, peut-être très rapidement, je passe la parole à Dr Rémy. D'un point de vue des entreprises internationales, et ensuite, Koné, tu pourras rebondir un peu là-dessus. Quels sont les enjeux finalement pour une entreprise internationale quand on parle du contenu local? Je pense essentiellement l'objectif, il est d'avoir une vision à la fois sur le court terme et sur le long terme, avec une vision de création de partenariats.
et sur des sujets qui sont très très différents souvent, soit sur des gros projets, mais aussi sur l'accompagnement de développement de méthodologies d'économie solidaire et circulaire, par exemple au niveau du catering, au niveau du travail avec les communautés, pour travailler avec elles et être capable de créer les graines à l'intérieur du territoire pour un développement économique diversifié autour de leurs activités. Alors, c'est très important pour des entreprises internationales d'avoir un cadre réglementaire clair. L'objectif est d'avoir une stabilité pour les investisseurs et pour les opérateurs qui savent ensuite avec qui travailler au niveau des acteurs communautaires ou des acteurs nationaux dans le cadre de différents projets. Il y a des projets qui demandent beaucoup de certifications et ce n'est pas la peine d'avoir 25 compagnies locales qui travaillent sur le même projet, sur la même certification coûteuse. L'objectif est d'avoir une vision plus globale avec différents acteurs qui vont pouvoir répondre aux besoins de l'opérateur et avec la création de ces différents partenariats, d'avoir aussi une vision de long terme de leur propre développement avec cet acteur énergétique peut-être ou minier et après s'internationaliser dans d'autres territoires. On voit des cas dans le cas au Brésil, au Moyen-Orient, au travers de l'Afrique aussi, où avec une bonne vision intégrée du contenu local, intégrée avec une vision de relations communautaires, on arrive à accompagner le développement d'acteurs locaux dans leur internalisation à long terme. Ensuite, c'est ça, intéressant. Développement des acteurs locaux ensuite qui peuvent ensuite partir à l'international. Donc, Koné, c'est quelque chose qui t'a concerné directement. De ton point de vue, quels sont les enjeux pour une entreprise internationale du coup? Pour bien comprendre les enjeux d'une entreprise internationale, je me projette à la période Covid. On s'est retrouvé que le monde était fermé, on ne pouvait pas faire bouger du personnel, on ne pouvait pas faire bouger des équipements. Et là, la notion du contenu local, les entreprises qui ont pu survivre, qui ont assuré une continuité de leurs opérations, c'est celles qui avaient les capacités sur place. Donc les enjeux pour moi, pour une entreprise internationale, le contenu local s'inscrit même dans ce qu'on appelle son business process, parce qu'elle permet de développer du personnel local, d'avoir un plan de succession fiable et d'investir sur des projets à long terme parce que ces nationaux qui sont formés sont là et ne partiront pas. Deuxième chose, elles pourront développer des stocks critiques qui sont nécessaires à nos opérations. Imaginez-vous que vous basez vos opérations seulement sur tout ce qui est ressources à l'extérieur. Vous avez toutes les charges douanières. Vous dépendez de la géopolitique, des mouvements des personnes et tout ça. Et l'autre élément qu'il faut tenir en compte aujourd'hui, on parle de ce qu'on appelle Total Emission Carbone. Si vous déplacez vos équipements depuis l'Asie jusqu'en Afrique, vous imaginez toute cette pollution qui sont engendrées. Donc pour moi, pour les entreprises internationales, c'est une opportunité. Et comment concilier les process actuels pour pouvoir créer un système qui permet d'injecter à chaque moment, prendre des élèves qui sortent de l'école comme nous, les former, les mettre au point, travailler avec les entreprises locales, les aider à se certifier, à monter en puissance, jusqu'à ce qu'elles puissent délivrer tout ce que nous on attend d'un fournisseur clé. Et à long terme, ça va nous permettre d'optimiser nos coûts et de pouvoir prévoir en fait. Donc, le monde change, le monde il est dynamique et c'est sûr que ce transfert de technologie, ça permet aussi, si tu veux, aux sociétés qui sont sur place là, de monter en puissance et l'interaction avec les sociétés internationales leur permet aussi de compétir localement, mais après, ça va développer tout un tissu économique et après, ces locaux-là vont intervenir du point de vue régional, du point de vue international. Donc pour moi, en résumé, le contenu local pour une entreprise internationale, c'est une opportunité car elle permettra d'être plus compétitive, elle permettra d'être en phase avec le milieu social aussi. Et aussi, ça fait partie du business de travailler avec les gens qui sont sur place. Et ça permet, le plus important, la période Covid nous l'a enseigné, comment avoir une main-d'œuvre qualifiée sur place, visible, et comment avoir du matériel sur place qu'on peut utiliser à coût échéant, qu'on peut développer et on peut avoir des projets à long terme. C'est cette notion donc de robustesse finalement des opérations qui devient très importante et dans laquelle s'insère parfaitement la notion de contenu local. D'un point de vue de l'administration, on a vu du point de vue de l'entreprise locale, de l'entreprise internationale, du point de vue de l'administration qui administre, qui régule, qui agrémente. Quels sont les enjeux? Peut-être M. Talla ou M. Mbaye? Quels sont les enjeux de votre point de vue pour l'administration locale? Oui, M. Mbaye, si vous le permettez. Donc, du point de vue de l'administration, d'abord, nous allons voir ce qu'il y aura comme opportunité du moment où
Le contenu local vise à renforcer la présence des nationaux au sein de ces projets pour qu'ils puissent apporter de la valeur, capturer de la valeur, et ce qui en fait également naturellement des taxpayers, des contributeurs fiscaux. Donc cela attire également des investissements. Maintenant, du point de vue des défis, au niveau de l'administration, il s'agira de trouver des mécanismes pertinents pour rendre les réglementations applicables. Et il ne suffit pas de pouvoir les adopter, de pouvoir les rendre applicables, mais aussi de pouvoir en évaluer la pertinence, évaluer continuellement, corriger et optimiser. Donc, est-ce que le régulateur l'administrateur disposera de tous ces outils? Ce n'est pas forcément évident. Et c'est ce genre de challenge, de difficulté que nous visons à corriger par notre contribution. Alors c'est très bien, donc vous me tendez encore une fois la perche pour aborder le troisième sujet, puisqu'effectivement nous avons dit pour inciter finalement le contenu local, nous allons réguler. Donc la question en fait qui se pose, c'est pourquoi réguler? Pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas le marché finalement s'auto-réguler? Puisqu'on l'a bien vu, il y a à la fois une notion de partenariat gagnant-gagnant entre les entreprises locales et les entreprises internationales. Il y a le contrat social finalement qui est important pour la paix des opérations, etc., etc. Donc, si on regarde un peu les lois, j'aimerais qu'on zoome un tout petit peu sur ces fameuses lois dites du contenu local. Finalement, qu'est-ce qu'elles résument? Qu'est-ce qu'elles nous disent? Qu'est-ce qu'elles permettent de faire? Pourquoi est-ce qu'elles sont importantes? Je vais peut-être donner la parole à M. Mbaye, et ensuite je reviendrai vers M. Alilou pour qu'il nous donne un peu son expérience. Alors pourquoi M. Mbaye? Parce que justement, ça nous sert de comparaison avec le Sénégal, et M. Alilou ensuite avec le Nigeria. Oui, merci. Alors si on regarde un peu les lois, parce pour les faire souvent, on procède à un benchmarking, on étudie ce qui se fait un peu partout. Donc on a une vision un peu globale de ce qu'on cherche à résoudre à travers ces lois-là. Alors, le contenu local, sous cet angle-là, on voit nettement que ce qui est recherché, c'est l'augmentation des retombées, ce qu'on appelle la maximisation des retombées que le pays peut tirer de ses ressources, en dehors du partage du revenu qui viendra plus tard, mais dans le cadre des opérations, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont extrêmement complexes et qui engloutissent énormément d'investissements, qu'est-ce que le pays cherche? Le pays cherche à tirer le maximum, parce que c'est des investissements qu'il va falloir rembourser. Donc, pour faire le déroulement, il faut mettre l'accent, en tout cas dans toutes les lois qu'on a eu à regarder, on met l'accent sur la préférence nationale, tant au niveau du recrutement, de l'utilisation du capital humain, qu'au niveau de la sous-traitance, au niveau des entreprises locales, qu'au niveau également des financements locaux, des ressources locales, qu'on peut aussi utiliser dans le financement de la capacitation des entreprises, dans le financement de la formation des ressources humaines et autres. Donc, en deux mots, c'est la préférence nationale qu'on cherche à mettre en exergue à travers le contenu local. Alors, il y a la volonté qui est traduite au niveau de ces lois-là, mais ce n'est pas suffisant. On parle de préférence nationale, mais comment faire pour que ces différents acteurs, que ce soit capital humain, entreprise ou autres, puissent accéder aux opportunités qui leur sont offertes à travers la loi? Parce qu'on a légiféré pour dire ça c'est réservé aux nationaux, ça c'est réservé aux nationaux en collaboration avec des étrangers, ça c'est open. Maintenant, comment faire de sorte que nos nationaux puissent accéder à ces opportunités-là? Parce que, comme nous le savons, l'oil and gas, c'est un secteur qui est très normé, avec des standards très élevés, et nos entreprises, à l'état actuel, ne répondent pas à ces standards. Donc, il faut les aider à se hisser au niveau de ces standards-là. Donc, tout ce travail d'accompagnement, tant au niveau financier qu'au niveau de la réorganisation des entreprises, qu'au niveau également de leur capacitation au niveau technique, ce travail-là incombe à l'État, et c'est ce qui permettra
de doter donc ces acteurs des compétences requises pour pouvoir prétendre légalement à ces opportunités, comme je l'ai dit. Et donc la loi fixe certaines contraintes aux opérateurs internationaux, certaines règles qu'elles doivent suivre dans l'attribution de leur marché, par exemple, dans les emplois qu'elles doivent effectuer, etc. Docteur Rémy, rapidement, tu voulais rebondir sur ce qu'a dit. Peut-être très rapidement, il est important d'avoir bien sûr un cadre transparent et ambitieux, mais aussi de ne pas être totalement avec une approche monolithique, avec une certaine flexibilité. C'est ça. Dans certains aspects, il y a une technologie très importante. Le transfert de technologie est essentiel, mais ça va prendre du temps. Et donc, il faut être capable, selon les différents inputs pour la compagnie, de voir dans certains secteurs avoir un très haut niveau de contenu local, dans d'autres, dans un premier temps, peut-être plus petit. Et donc, la grande question des quotas, peut-être qu'on abordera un peu plus tard, doit être intéressante sur un aspect incitatif, mais avoir un vrai accompagnement pour une intégration des acteurs locaux selon les différents secteurs d'activité de l'entreprise en elle-même. C'est ça, parce qu'il y a toujours une notion de contrainte finalement et d'incitation. Mr. Halidou, from Nigeria's perspective, 2010, you've had the local content law since that year. So it's been about 15 years now or so. Can you tell us a bit more? How did you implement it? What were the challenges? And what is happening now in Nigeria in terms of local content? Thank you once again. So the Nigerian Oil and Gas Industry Content Development Act was enacted in 2010. But the local content journey started in 2001. So what happened was there was an industry study to assess the contribution of the local supply chain in the oil and gas industry. It was discovered that there was significant capital flight from the kind of arrangements, the joint operators agreement that we had, whereby the focus of government was on revenue for government through royalties and tax rather than in-country value addition. So that trajectory had to be changed in 2001 to say, okay, let us be deliberate in terms of setting targets for local content. Initially, we had 45% local content by 2006 and so on. That experiment was domiciled with the National Oil Company, the NNPC. The success of that program in terms of being able to create that consciousness and put the necessary support levers in terms of making sure that you ring-fence certain work scope to Nigerian companies was the reason why in 2010 we decided to have a legislation to ensure sustainability, predictability in terms of what the local content means. So in 2010, we had a dedicated entity created called the Nigerian Content Development and Monitoring Board to drive the local content program. The Act also provided a source of funding. We realized that for you to be able to build capacity, you need sustainable funding to support the local content. So in terms of our execution strategy, we anchored it mainly on being able to provide clarity in terms of what the local content law says. So we came up with regulations to simplify the meaning of local content and how operators and service companies are supposed to apply local content. So in terms of sanction regime, in terms of what needs to be done, in terms of thresholds for services, all that was contained in the regulations. Then we also set up what we called a gap analysis framework, which is basically to understand where you are as a country in terms across the different services, fabrication, engineering, manufacturing, and so on. And then in the schedule to the Act, there are about 280 targets. So you now say, okay, this is what the Act, they are aspirational targets, they are not real targets. If you look at our level of development as Nigeria and you check the targets, they are aspirational, which means that we are not there yet. So the gap analysis just tells you what you need to do in terms of infrastructure, skills, oilfield services, and so on, to take you to that level. Then we also came up with capacity building interventions anchored around human capital development, infrastructure, manufacturing, asset ownership, making sure that marine vessels, rigs are owned by Nigerians through a categorization mechanism. And then we also realized that
the countries where we get these technologies from have research and development culture. They spend 2 to 3% of their GDP on research. So we needed to also create that consciousness that for you to be a successful local supplier, if we don't want to depend on foreign technology, then we must have an R&D culture. So that was another pillar of success that we identified. Okay. We also invested in infrastructure and then created access to market. Land and swamp operations in Nigeria today are ring-fenced for indigenous companies. But deep offshore, you still have international players. So that way, you're able to create that focus in terms of the types of services and what needs to be done. Then also, in terms of governance, we ensured that we had a sanction regime that was not too bullish because we are very pragmatic, but we ensure that there's the administrative side of it, but there's also the legal side of it where you can take people to court. So we're more strong in terms of administrative side of it. And then we also had a very robust database because you need to also have a database that tells you your level of growth on year-on-year basis so that at least you can see where you are today, what needs to be done. Then we had a strategic plan also, which is how we want local content to be over a 10-year horizon. We set an ambitious target for ourselves, 70%. So that tells us specifically the initiatives that need to be done, who is responsible, what needs to be done, and how do you measure success. Yeah. Alors c'est très intéressant parce que là ce qu'on voit effectivement c'est que la Côte d'Ivoire est en train d'implémenter sa loi, hein, donc elle vit déjà certains challenges dans son implémentation. Le cas du Nigeria est intéressant puisqu'ils ont mis en place cette loi, elle a évolué ensuite de 2001 d'après ce qu'il a dit et en 2010 il y a eu des réformes importantes qui ont d'ailleurs abouti à la création d'une agence dédiée au monitoring, donc à la surveillance et à une implémentation plus efficace des différentes mesures qui ont été mises en place dans les années précédentes. Donc on voit là que c'est un processus qui a démarré dans les années 2000, on est en 2024. 25 années de contenu local, la Côte d'Ivoire n'en est qu'à ses débuts. Du coup, chères entreprises ivoiriennes, ça nous permet de faire un petit zoom sur la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu, Kamel, pour commencer, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un avant et un après la loi sur le contenu local? Écoute, parlons d'abord de l'avant. Le CIREX est très très intéressant hein, parce qu'on a échangé avec beaucoup de personnes et j'ai eu une question ou une réflexion qui est revenue plusieurs fois. Et cette réflexion, c'était « Ah, on est content que maintenant on commence à produire du pétrole en Côte d'Ivoire. » Et je dis aux gens, ça fait 30 ans, plus de 30 ans qu'on produit du pétrole en Côte d'Ivoire. Vous avez une raffinerie, une super raffinerie qui existe depuis plus de 30 ans. 50 ans. Vous avez des ingénieurs qui sont formés en Côte d'Ivoire depuis plus de 30 ans. Vous avez des entreprises, et permettez-moi de citer leurs noms, voici Kuyo Pipeline qui ont 40 ans, voici ICM qui a 30 ans, voici IVOS qui a 10 ans, voici moi Hydrodrill qui a 10 ans. Excusez-moi pour ceux que je n'ai pas cités, et ce sont des sociétés Maroil, juste ivoiriennes. À côté, et Maroil également. Ce sont des sociétés ivoiriennes. On est dans un marché qui est, je ne dirais pas, à ses débuts. On est dans un marché où il y a des codes des investissements, il y a des codes du travail qui donnaient aussi, on va dire, la priorité aux Ivoiriens. Mais maintenant, on a eu un cadre légal. Et je pense que c'est l'occasion hein, de remercier le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de remercier le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, M. Koulibaly Sangafoua, pour la vision qu'ils ont eue et l'implémentation de la loi. Et très, très chaleureusement, je voudrais remercier et féliciter toute la Direction générale des hydrocarbures. Nous sommes des entreprises ivoiriennes et on ressent leur impact sur le terrain. Il faut que je le dise. On ressent leur accompagnement sur le terrain. Depuis que la loi a été votée, Jean-Philippe, je ne sais pas si ma société est devenue plus belle parce que chaque semaine, je reçois des demandes de partenariat. Ah. Chaque semaine, on reçoit des demandes de partenariat. On reçoit... Et cela est lié au cadre réglementaire que nos autorités nous ont mis
en place. On reçoit des personnes qui ont envie de venir investir en Côte d'Ivoire. Il y a des marchés sur lesquels nous ne pouvions pas intervenir par le passé. Je prends mon cas, nous venons de gagner un appel d'offres contre une société internationale, ici en Côte d'Ivoire, sur des marchés que nous n'aurions pas pu avoir par le passé. Pas parce qu'il y a seulement le contenu local, parce que nous avons travaillé pour avoir l'expérience et que la réglementation nous a permis maintenant de pouvoir mettre en place. On se retrouve dans un système où les entreprises que nous avons en Côte d'Ivoire sont choyées, sont recherchées. Mais en même temps, on se retrouve avec quelques difficultés. Si je peux me permettre d'en parler. Oui. On voit qu'il y a des entreprises qui ne sont pas structurées, des entreprises pétrolières qui sont créées, qui ne sont pas organisées. On voit qu'il y a des entreprises qui ont des marchés mais qui ne peuvent pas aller, qui ne peuvent pas réaliser ces marchés-là. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas de financement. Je sais qu'à chaque fois on parle du contenu local, on dit que le problème qu'on a face au contenu local, c'est le financement. Tout le monde parle du financement, mais permets-moi de parler encore du financement. Parce que c'est un gros problème pour nous, entreprises ivoiriennes. Et entreprises locales, je pense que c'est la même chose dans les autres pays. Il y a eu un avant, il y a eu un après. L'après, il est beaucoup plus radieux. Mais il faut faire attention aux effets pervers. Il y a encore à faire, mais il faut qu'on trouve des solutions. C'est la raison pour laquelle nous, on a créé le groupement des entreprises et services pétroliers et gaziers de Côte d'Ivoire, le GES Pétrogaz, qui réunit toutes les entreprises ivoiriennes qui sont dans le secteur pétrolier. Et on encourage tout le monde à nous rejoindre afin qu'ensemble, on puisse bâtir cette industrie-là qui est la nôtre. J'ai bien aimé la vidéo qu'on a présentée, la vidéo institutionnelle après, qui parle de la Côte d'Ivoire, des enfants de la Côte d'Ivoire qui se réveillent. Mais ces enfants de la Côte d'Ivoire, là, c'est nous. C'est ça. Okay. C'est nous. Il faut qu'on ait accès à des financements. Je vais te prendre un cas. Je sais qu'il y a un panel sur le financement, vous m'excuserez, mais c'est un problème qui est assez sérieux. Vous voyez une société ici en Côte d'Ivoire qui est en train d'aller sur un appel d'offres. Elle va se faire financer sur par une banque locale avec un taux de 12% ou de 11% parce qu'elle vient de se créer, parce qu'elle n'a pas l'historique, elle n'a pas tout ce qu'il faut. Elle compétit avec une société internationale qui, elle, se finance à 4% et 3%. Dès la base, la société ivoirienne a déjà un handicap. Et c'est la raison pour laquelle nous, au niveau du groupement, on vient de signer une convention avec la société Sirius Capital pour une mise à disposition de 50 milliards de francs CFA pour le groupement, les entreprises du groupement, afin qu'on puisse les soutenir. Et je pense que ça, ce sont des initiatives qui sont très importantes. Certes, la loi sur le contenu local permet aux entreprises de pouvoir avoir accès à des marchés, mais en même temps, nous, les entreprises, il faut qu'on apprenne à se structurer. Il y a une chose qui est importante aussi. On s'est rendu compte qu'au niveau légal, nous avons des problèmes énormes. Un contrat mal ficelé peut être beaucoup plus dangereux que ne pas avoir accès à un financement. Et il faut que les entreprises ivoiriennes, j'en profite pour passer l'appel, fassent attention et apprennent à se structurer. Si tu me permets, Jean-Philippe, je le tutoie parce qu'on se connaît. Il a une société qui s'appelle African Integrity Energy Services. Ils font de la structuration, ils accompagnent financièrement les entreprises. Et on est même en train de lancer une masterclass début de l'année prochaine pour que les acteurs du secteur puissent apprendre à se structurer organisationnellement et se structurer financièrement. Oui. Et je pense qu'en tout cas, le contenu local a de beaux jours devant lui. Et je pense qu'il faut quand même que nous, les entreprises ivoiriennes, nous puissions nous fédérer. Et excuse-moi, je voudrais rajouter encore une chose. Il y a des étudiants qui sont là-bas, je les vois. Il y a certains qui sont venus me poser une question qui me met en colère. Ils me demandent c'est quoi la loi sur le contenu local. Il y a plein de jeunes qui viennent me demander c'est quoi la loi sur le contenu local. Il y a une plateforme qui a été mise en place. Il y a une plateforme sur le contenu local. Peut-être que je vais en profiter parce qu'on la connaît à côté de nous qui a aidé à la mettre en place. Oui, mais je veux leur dire avant qu'ils en parlent, je veux leur dire d'aller regarder la loi parce que la loi, elle a été faite pour vous. Il y a des activités. Vous pouvez même bâtir votre projet professionnel futur en regardant la loi aujourd'hui.
en sachant quelles sont aujourd'hui les activités qui vont être réservées à des Ivoiriens. Quels sont les métiers qui vont être réservés à des Ivoiriens. Je suis un peu long, mais c'est très, très important. J'ai un petit cousin la dernière fois qui me disait, non, écoute, un neveu, pardon, tonton, je ne sais pas ce que je vais faire. Il vient d'Odiné et il me dit, oui, bon, je suis là, je veux trouver du travail. Ouais. Je dis, bon, tu ne vas pas à l'école? Il dit, non, je ne veux pas aller à l'école. Je dis, bon, écoute, moi, je vais te mettre dans une formation de soudeur. Apprends la soudure. Donc, il est en train de chercher une institution pour pouvoir apprendre la soudure, parce que nous savons que ce sont des métiers qui sont importants. Qui sont essentiels. Et donc, si jamais vous allez aujourd'hui, vous qui êtes jeunes, vous regardez la loi, vous savez quels sont les métiers du pétrole, et vous commencez à bâtir votre projet professionnel pour demain, je suis sûr que vous trouverez votre place dans cet écosystème. Parce que la vidéo, elle a dit une chose, hein, c'est que la Côte d'Ivoire, c'est pour nous. Ce sont nos industries, ce sont nos ressources, et il faut qu'on aille les chercher. Merci. Je te remercie, Kamel. Donc, des points très incisifs. Très, très rapidement, parce que c'est un point qui est important. La plateforme sur le contenu local, est-ce que tu peux très succinctement la présenter et nous dire en quoi est-ce qu'elle est fondamentale dans l'implémentation de la dite loi? Merci. Pour supporter la loi ou pour pouvoir opérationnaliser la loi, la Direction générale des hydrocarbures a mis en place une plateforme numérique de gestion du contenu local. Et cette plateforme, c'est une plateforme à deux facettes. Et d'un côté, vous avez les sociétés pétrolières, les donneurs d'ordre. De l'autre côté, vous avez aussi ce qu'on appelle les entreprises. Et elles sont catégorisées en trois parties, A, B, C. Et ces différents modules-là, cette plateforme permet à la Direction générale des hydrocarbures, premièrement, d'avoir une bonne base de données solide de tous les acteurs dans le domaine du pétrole et des services. Le deuxième module de la plateforme aussi, elle a ce qu'on appelle le plan de passation de marché. Et le plan de passation de marché, c'est une plateforme qui permet d'avoir une visibilité sur les appels d'offres qui vont exister dans le domaine, de telle sorte que les entreprises inscrites dans la base de données pourront participer de manière transparente aux appels d'offres. Vous avez aussi la partie ressources humaines qui permet aussi de voir tous les appels d'offres en termes de recrutement, donc c'est visible à tout le monde. Et vous avez l'aspect public. L'aspect public qui permet aussi de faire le point, puisque toutes les sociétés pétrolières, les donneurs d'ordre et leurs sous-traitants sont obligés à partir de maintenant de faire ce qu'on appelle leur plan de passation de marché pour chaque année. Et donc ça permet de donner une visibilité aux entreprises de pouvoir se préparer. La loi aussi fait obligation que dans cette plateforme-là, tout appel à candidature est posté sur cette plateforme-là. Donc, la plateforme, c'est vraiment la vitrine du contenu local. Elle permettra de gérer toutes les transactions du contenu local. En le faisant, elle permet aussi de regrouper les données qui sont importantes parce qu'elle va permettre de voir et mettre en exergue la compétence des sociétés locales. Parce que dans le domaine de l'industrie extractive, il y a la technologie, il y a aussi les critères. Mais la loi, ce que la loi a fait, elle laisse aux sociétés pétrolières de définir leurs critères. Parce que les critères pour pouvoir compétir dans les marchés sont des critères souvent qui sont internationaux parce qu'on parle de la sécurité et on parle de la haute compétence. Donc cette plateforme-là, en fonction des critères et en fonction de la compétence des sociétés locales, va permettre de mettre en place ce qu'on appelle un développement des capacités, le renforcement des capacités des sociétés locales. Il y a aussi le volet, comme je dis, de reporting. Donc, les sociétés pétrolières pourront faire leur plan de développement du contenu local qui permet de développer le personnel. Donc, en bref, je vous incite à suivre sur le site de la DGH. Et il y a un site qui va vous envoyer sur le site de la plateforme numérique. Mais vraiment, c'est un outil intégré qui permet non seulement pour le développement du personnel, la participation aux appels d'offres, mais ce qui est important là, pouvoir développer des programmes de formation et développer aussi, si tu veux, un plan de renforcement de sorte qu'à terme, le contenu local il est intégré, il est visible et ça nous permettra d'avoir des indices de développement et de voir la contribution et l'impact de la loi. Donc c'est intéressant. Je vous arrête là parce que le temps court et j'aimerais donner aussi un peu la parole à notre autres invités. Alors rapidement parce qu'on me fait signe effectivement qu'on essaie de rattraper un peu de retard puisqu'on a démarré avec 45 minutes de retard sur le programme. Donc on va essayer d'aller un tout petit peu plus vite. Il y a nécessairement un avant et après une loi. Hein, on l'a dit, il y a encore les challenges, financement, ne serait-ce que négociation donc, des contrats qui sont très lourds, donc le volet juridique.
et également bâtir donc les capacités. De votre point de vue, l'expérience que vous avez eue à l'international, vraiment succinctement, solution. Parlez-nous d'une solution, chacun pratique, que vous avez pu mettre en place dans le cadre de vos travaux. Si je peux commencer par toi, M. Talla, une solution, et ensuite une solution, Dr Rémy, une solution, Dr Mbaye. Et je vais vous surveiller. Une solution en non seulement diversification. Pardon? Diversification, se diversifier. Aider le privé local à se diversifier, aussi bien qu'il y a des opportunités dans le secteur pétrolier, dans le secteur minier, des opportunités analogues, similaires, existent dans d'autres secteurs. Nous avons des grands projets, un plan national de développement économique qui est financé par l'État et qui présente des opportunités de développer le contenu local. Nous avions prévu de parler des mesures incitatives pour appliquer le contenu local. Mais aujourd'hui, le code des investissements, par exemple, de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal ou d'autres pays, prévoit déjà des mesures incitatives d'intégrer des nationaux dans ces projets-là. Mais du moment où on n'a pas cette régulation, nous n'avons pas le moyen de pouvoir suivre et de jouer le gendarme pour que ces mesures soient respectées. Donc, j'appelle à une diversification, à une ouverture du contenu local sur le plus de secteurs possible et que, au moins, même si nous, on n'a pas la réglementation, que l'esprit du contenu local et les moyens de mise en place et de suivi des performances du contenu local puissent être appliqués à tous les secteurs. Très bien. Donc, mise en place, mais également surveillance et diversification à d'autres secteurs. Dr Rémy, une solution pratique pour une implémentation efficace de ces lois? Il y a beaucoup de personnes qui parleront très bien des plateformes. Il y a des plateformes très bien, j'imagine. Moi, je pense qu'un élément essentiel, c'est l'intégration dans une vision stratégique à long terme et de facilitation avec le gouvernement ou les acteurs extérieurs. Quand on parle de contenu local, on approche aussi beaucoup de sujets que tu as abordés un peu avant, qui sont des empreintes carbone, qui sont économie circulaire, qui sont relations communautaires et autres. Il s'agit d'être capable de faciliter entre l'opérateur et le gouvernement la vision de comment pouvoir intégrer dans des activités de l'entreprise des capacités et des talents créés avec une vision sur son différents inputs. Et quand il s'agit d'avoir beaucoup de compagnies du secteur minier énergie dont on va faire du reporting ESG par rapport aux différentes places financières sur du niveau 1, 2, 3, c'est l'empreinte carbone de leurs différents sous-traitants dont on parle là. Plus on a un aspect de contenu local, plus on travaille avec des fournisseurs locaux, mieux la perspective de pouvoir relater ses performances sur les différents marchés financiers sera en faveur de l'entreprise et des opérateurs. Il faut être capable d'intégrer toute cette vision-là de manière holistique, non seulement au niveau de l'opérateur et du gouvernement, mais d'avoir cette vision stratégique globale qui servira à la fois les intérêts des investisseurs, opérateurs, mais aussi des communautés et des gouvernements. J'ai essayé de faire très succinct. Très bien. Monsieur Mbaye, une solution pratique qui n'a pas déjà été évoquée? Difficile, hein? Je résumerai moi la solution. Sur le financement, par exemple, puisque je sais que vous avez... Bien sûr, j'allais venir sur ça. Pour moi, la solution, c'est la capacitation. Comme je l'ai dit tantôt, il faut capaciter nos ressources humaines, il faut capaciter nos entreprises. Il faut créer un cadre d'investissement favorable. Parce que n'oublions pas un aspect extrêmement important, nous jouons avec la balle de l'autre. C'est des capitaux étrangers qui sont investis chez nous. La première chose, c'est la sauvegarde de ces investissements-là. Permettre à ces investisseurs qui viennent chez nous d'être sereins, de savoir que leurs investissements ne seront pas perdus et qu'ils vont rentabiliser ces investissements-là. Donc pour moi, tout revient au financement. Parce que pour capaciter, il faut des ressources financières. Et en cela, l'initiative récemment prise au niveau de l'APO de créer la Banque africaine de l'énergie est une réponse à cette question-là. Je pense que c'est extrêmement important, surtout pour adresser des questions comme les investissements, les gros investissements dans les blocs, les questions relatives à l'assurance, parce qu'au niveau pétrolier, l'assurance, comme nous le savons, nos entreprises sur l'assurance au niveau local sont très très faibles en termes de capacité pour prendre en charge ces aspects-là. Donc il faut accélérer, à mon avis, la mise en place de cette banque africaine pour l'énergie qui permettra, entre autres solutions, de prendre en charge ces questions-là.
Un autre aspect, c'est peut-être une digression, mais ça va aider mon ami Tala, c'est un peu la dimension africaine du contenu local. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est bien, on fait tous, chacun chez lui, la promotion de son économie. De son économie, oui. Ouais. Mais il y a un danger. Nous sommes en train de nous exclure mutuellement. Tout à fait. Vous venez au Sénégal, on regarde la loi, une entreprise ivoirienne, sur certaines activités, on vous dit que c'est des activités exclusivement réservées aux entreprises locales. C'est-à-dire qu'il faut que le capital soit détenu à 51% au moins par des nationaux. Entre autres questions. C'est pas mal. C'est peut-être la même chose en Côte d'Ivoire et ailleurs. Ça. Mais nous devons aujourd'hui entamer la réflexion, et c'est imminent, pour introduire dans nos législations une dimension africaine. Une dimension régionale. Régionale, qu'on apprenne à travailler entre nous, qu'on ne s'exclue pas mutuellement et qu'on profite de l'expérience qu'il y a ailleurs. Le Nigeria est là, qui nous a tous devancés là-dessus. Et aujourd'hui, qui est un champion en matière de contenu local. Donc une préférence nationale, une préférence régionale avant éventuellement d'arriver. Donc on pourrait catégoriser encore plus cette notion donc, de participation donc, des capitaux dits étrangers. Bien sûr. On va conclure en voyageant un tout petit peu. Monsieur Alilou, je vais donc m'adresser à vous, parce que vous avez le plus de recul d'un point de vue monitoring, implémentation, et vous avez vu un peu les effets de cette loi sur le contenu local, vous l'avez vu évoluer, vous avez vu le avant, le après, et tout ce qui s'est passé entre-temps au Nigeria. Il y a des enjeux globaux aujourd'hui. L'intelligence artificielle est en train d'arriver, donc ça veut dire potentiellement moins d'emplois, même au niveau cadre, mais aussi également donc, au niveau de la main-d'œuvre de base parfois. Il y a des enjeux planétaires importants, comme l'empreinte carbone, on l'a mentionné tout à l'heure, qui affectent de fait donc, les opérations. Il y a des risques de pandémie. So, from your perspective, global impact on local impacts, can you say a few words about it? So for global impacts, I'll look at it from different dimensions. So let's take the impact of COVID-19. It became clear that if there's a lockdown, energy security is not guaranteed. So it pays for you to bring your supply chain close to your area of operations. So you have operating companies across the globe who depended on OEMs from far away, but during lockdown, they were not able to move. So local content meant that it's either you build local capacity or you have to shut down. So it pays for you to bring your supply chain close to your area of operations. That's one impact. Now, when you look at artificial intelligence, the way it's going now, it has an impact on employment. Africa, incidentally, has very youthful population. So we have to be very creative in terms of how do we now create new job opportunities for the young talents. So we have to create an innovation culture that allows our youths to understand the dynamics of the global dynamics and then look at opportunities in the space, in that space. So gone are the days when, for instance, you have to go into deep offshore for you to be able to operate an FPSO. Today, you can even operate it, remote control, remotely operated vehicles exist. So the kind of curriculum that we set for our undergrads is also very important so that we can respond to that. Then also for the business community, we've also seen the supply chain also needs to understand that local content is not at all costs. So you have to be competitive, and which means your per unit cost of service delivery must be competitive. So I will propose that just the way operating companies, today if you have you see joint venture operations, Shell, Chevron coming together to actually be part of the owners of that oil fields and also providing funding. So the same prescription I'll propose to our service companies. Don't insist on silo operations. Try and look at mergers, acquisition, and alliance opportunities. We had the Egina project, and when we sent out the bid, because local content was very important, we saw the National Oil Company's engineering firm and 2 engineering houses coming together
to participate in that bid. Together, they were able to deliver over 1 million man-hours. But if they had gone into that bid as separate entities, Right. they would have lost that opportunity. Right. So that way, they were able to build capacity and then continue to form that alliance. So I see an opportunity also to look at how do we reduce the number of indigenous service companies to a manageable size. Today, we have over 11,000 service companies registered on our database. Less than 10% of them are very active in terms of accessing job opportunities. job. So if they're able to come together, that will manage the number of people that participate in bids, but also ensure that there is economies of scale in terms of their capacity to deliver quality service to the industry. Yeah. Donc perspective intéressante, effectivement, avec tous les enjeux globaux qui se présentent à nous, il faut effectivement penser plus grande efficacité et robustesse des opérations, même au niveau local, et parfois accepter de se lier, de former des partenariats, même en local, pour pouvoir effectivement prendre des parts de marché. Je vais sur ce me permettre d'ouvrir un tout petit peu ce panel à l'audience. Donc j'aimerais, si c'est possible, avoir un input, un commentaire peut-être. Alors on a professeur Yao, si vous voulez bien, peut-être MC. Est-ce qu'on peut lui donner un micro? Il a un micro? D'accord, parfait. Donc professeur Yao, que je me permets d'introduire. Alors il a été mon professeur, donc ça fait quelques années déjà. Et donc directeur donc, de l'école supérieure des mines et de géologie donc, de Yamoussoukro, l'école polytechnique, et qui forme depuis 25 années des ingénieurs en mines et en pétrole, de laquelle d'ailleurs nombre de techniciens et ingénieurs sont issus aujourd'hui. Docteur Yao, professeur Yao, de votre perspective, quelle est votre vue sur le contenu local, point de vue académique? Oui, merci mon cher Jean-Philippe. Je voulais saluer donc l'Assemblée, parler sous le couvert de mon ministre de tutelle, enseignement supérieur, et de mon directeur général sur ce que l'enseignement supérieur a comme dispositif pour répondre aux besoins de la politique du contenu local. Il est évident qu'on trouve les sources, la majorité des sources du contenu local dans le système éducatif. Au niveau de l'enseignement supérieur, une réforme a été mise en place pour répondre mieux à tout le mouvement d'ensemble donc, qui est en faveur donc, de la politique de contenu local. Dans ce dispositif, il s'est agi donc de multiplier pour accompagner la politique de mise en valeur des ressources du sous-sol, de créer des institutions d'enseignement supérieur très spécialisées. Donc, au sein des universités, l'université de Félix Faubagny, de Cocody, l'INPHB, l'université de Mans, Korogo, Daloa, Nangui Abrogwa. Donc, on a 6 universités donc, dans lesquelles il y a des filières impliquées donc, dans la formation des techniciens supérieurs et des ingénieurs dans les différents domaines des mines, du pétrole et de l'énergie. J'appartiens à l'INPHB, que je connais un peu mieux. Je vais parler de cette institution dans laquelle donc, existent ces différentes formations. Et au niveau du contenu local, la politique consiste à s'adapter, à être à la hauteur de la mise en œuvre de cette politique. Parce que dans le principe, à compétence égale, il y a la préférence nationale. Mais si au plan national, vous n'êtes pas compétent, eh bien, on préférera la compétence non nationale, ce qui est tout à fait logique. Donc, ce n'est pas une politique d'exclusion, mais c'est une politique de choix de l'excellence et de la compétence. Et donc, les institutions d'enseignement supérieur se doivent d'être à la hauteur de cette politique en créant des conditions donc, pour former l'élite et former les meilleurs afin de pouvoir donc, répondre aux besoins, au mieux aux besoins. Il ne s'agit pas d'une compétition entre universités, il s'agit d'une solidarité. Alors, à l'INPHB, nous avons dans notre dispositif, dans nos statuts, la particularité d'avoir les entreprises et l'administration, les administrations donc, en charge des mines, du pétrole et de l'énergie dans toutes nos instances de décision, à commencer par le conseil, le grand conseil d'administration qui est le conseil de gestion. Quand vous descendez au niveau des différentes écoles, voilà, les conseils des écoles, nous sommes à 9 écoles actuellement, les conseils des différentes écoles contiennent des personnalités extérieures issues de l'administration,
et des entreprises donc, des différents secteurs que j'ai cités, mines, pétrole et énergie. Et ça va jusque dans les unités mixtes de recherche et d'innovation. Alors ce dispositif nous permet d'être en interaction permanente avec le secteur professionnel. Même les jurys d'évaluation des mémoires de fin d'études, ingénieurs comme techniciens supérieurs, et les jurys de soutenance des doctorants, puisque nous avons une école doctorale maintenant, 2 écoles doctorales. Donc ces jurys contiennent donc des personnalités venant de l'administration et des entreprises professionnelles expérimentées qui complètent donc le dispositif académique. Donc, dans ce contexte, au niveau de l'INP, nous avons abordé donc les secteurs mines, pétrole et énergie par segment. Si on prend le cycle de vie de la mine, par exemple, on a segmenté exploration, exploitation optimale des gisements, environnement et gouvernance. Donc, sur ces différents secteurs, nous formons des spécialistes. Et nous faisons aussi des activités de recherche. Donc, les enseignants sont regroupés pour faire des activités de recherche, d'expertise, conseil. Dans le cas du nouveau statut, l'INP a le droit de produire. On peut même faire de la production jusqu'à produire, on est autorisé à produire l'entièreté de notre budget annuel. Et donc, ce dispositif, je pense, s'adapte à la mise en œuvre du contenu, la politique de contenu local, additionné avec ce que je peux appeler les nouveaux intrants, les nouveaux dispositifs de l'enseignement supérieur, à savoir la création la mise en place d'incubateurs d'entreprises. L'étudiant, dès qu'il rentre à l'INP, est dans un système où il va être accompagné par des encadrants académiques et par des professionnels pour créer son entreprise bien adaptée donc aux besoins nationaux. On a également donc le système des centres de carrière. Nous avons un grand centre de carrière qui permet aux étudiants d'aller rechercher donc les besoins des entreprises, régler ses problèmes de stage et régler son insertion professionnelle. Donc, par un système de concours hackathon en permanence et par des concours d'innovation technologique, on a des startups qui ont commencé à se créer et des entreprises, donc des jeunes entreprises qui vont accompagner, je pense, les entreprises créées déjà par les aînés. Mais les jeunes sont très volontaires et on estime que ce dispositif, s'il est bien appuyé et accompagné donc par les entreprises elles-mêmes, permettra de répondre efficacement à la politique de contenu local qui est actuellement mise en œuvre. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, professeur Yao, pour cette contribution. On peut l'applaudir, effectivement. Beaucoup d'efforts ont été faits au niveau national et donc des écoles, effectivement. Nous avons également M. Missa Stéphane, qui représente ici Foxtrot International. Donc, c'est l'un des plus anciens acteurs avec CNR International dans le secteur pétrolier en Côte d'Ivoire, qui a donc vécu l'avant et l'après loi également sur le contenu local. 25 ans que vous produisez du gaz, Foxtrot. Est-ce que vous pourriez nous dire très succinctement de votre perspective les enjeux que vous voyez en ce qui concerne le contenu local? Je compte sur vous pour être très succinct. J'essaierai de m'y employer. Bonjour à tous. Alors, comme M. Hatsé l'a dit, je suis Stéphane Missa, sous-directeur juridique et fiscal de Foxtrot. Alors, comme vous l'avez dit, Foxtrot, c'est une entreprise qui opère maintenant depuis un peu plus de 25 ans. On produit essentiellement du gaz naturel pour le secteur de l'électricité. Avant tout propos, j'aimerais remercier le ministère de tutelle, alors le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, aussi la Direction générale des hydrocarbures, nos partenaires, nos actionnaires, ainsi que mon directeur général que je représente ici et qui nous donne l'opportunité de nous prononcer sur les perspectives en matière de contenu local. Alors, pour nous, Foxtrot, c'est une bonne initiative des autorités ivoiriennes, puisque le contenu local en Côte d'Ivoire, c'est la manifestation concrète de la volonté d'impliquer davantage les nationaux dans l'industrie pétrolière et gazière pour contribuer à l'amélioration des compétences locales pour l'édification d'un tissu industriel local de soutien aux opérations gazières. Dans ce cadre-là, nous entretenons une relation très étroite avec la Direction générale des hydrocarbures, qui est le régulateur
Voilà pour la mise en œuvre de ce texte qui, comme vous l'avez dit, est tout à fait nouveau. Nous faisons nos premiers pas. Nous coopérons pleinement à sa mise en œuvre parce que, il faut le dire, le contenu local, ce n'est pas quelque chose de nouveau sur la planète. Depuis l'Europe en passant par l'Amérique du Sud, ensuite par l'Afrique, c'est un concept, un ensemble de mécanismes qui est généralement mis en œuvre par tous les États dont les sous-sols sont gorgés de ressources naturelles et qui ont souci de permettre à leur population de bénéficier de l'exploitation de ces ressources-là. Alors, naturellement, il y a des difficultés. Vous l'avez, avec vos intervenants, largement souligné. L'industrie pétrolière et gazière, elle est internationale avec une forte intensité capitalistique en ce qui concerne les investissements, une forte attente en matière de standards pour tout ce qui est service à rendre pour le bon déroulement des opérations. Donc, vu que nous faisons nos premiers pas, ces difficultés-là se présentent à nous de façon prégnante. Donc, ce que nous faisons, nous sensibilisons l'ensemble de nos partenaires déjà sur le fait que c'est une loi qui est entrée en vigueur et il faut s'y conformer. Il n'y a pas d'autre alternative. Nous formons notre personnel pour qu'il soit sensibilisé à toutes les subtilités du texte, puisque au quotidien, c'est notre personnel qui met en œuvre les pratiques que nous adoptons en tant qu'entreprise citoyenne, donc qui est susceptible de nous mettre à risque. Donc on le forme de sorte à ce qu'il intègre toutes ces obligations-là. En même temps, naturellement, nous avons, puisqu'ayant été associés à la mise en œuvre, à l'élaboration du texte, nous travaillons à nous mettre en conformité, histoire que nous puissions contribuer efficacement à la mise en œuvre du contenu local dans le pays. À ce titre, on aimerait vraiment saluer la contribution de la Direction générale des hydrocarbures parce que pratiquement, lorsque nous avons des difficultés, nous n'hésitons pas à nous rapprocher d'eux dans l'espoir de trouver des solutions pratiques aux contraintes opérationnelles que nous rencontrons, histoire que ces solutions-là puissent nous permettre de continuer les opérations dans les meilleures conditions, tout en tenant naturellement compte de l'intérêt national très bien matérialisé par le contenu local et par l'intérêt de l'investisseur, de sorte à ce que, comme M. Ndiaye l'a dit, nous ayons nos investissements qui ne soient pas menacés. Alors voilà un peu ce qu'on pourrait dire en ce qui concerne notre contribution à la mise en œuvre du contenu local. Merci beaucoup M. Missa pour cette contribution. Ce qui m'amène donc à conclure ce panel. Alors, messieurs, je vais vous demander une phrase, une seule, une phrase. Qu'est-ce que vous souhaitez que nous retenions de cette conversation? Qu'est-ce que vous souhaitez que l'audience retienne de cette conversation? Je ne veux pas de développement, on ne peut pas se le permettre vu le temps. Une phrase, du tac au tac, on y va. Qui c'est qui veut commencer, prendre la parole? On va commencer par le bout cette fois-ci. Monsieur Mbaye, une phrase. Qu'est-ce qu'on retient de ce panel aujourd'hui? Alors, en une phrase, c'est difficile. En une phrase. Je dirais, le panel a permis de faire un survey de différents aspects du contenu local et adresse la question essentielle qui est comment, dans quelle mesure, avec quel outil, dans quelle approche devons-nous développer ce contenu local pour profiter au maximum à nos entreprises. Mais dans le souci également de préserver les intérêts des différents acteurs. Parce que c'est un environnement multi-acteurs et il y a une forte régulation à faire pour que tous ces intérêts soient préservés. Superbe, merci. Le prochain, une phrase pour résumer. Une phrase, oui, docteur Rémy, allez-y. Alors elle va être longue, c'est qu'une phrase, mais l'importance de voir les capacités industrielles d'un pays, de l'intégrer dans une vision stratégique nationale de préférence et régionale, comme le disait notre camarade, et de l'appliquer sur des objectifs stratégiques de l'investisseur et de l'opérateur pour qu'il y ait vraiment une acceptation du projet social par les communautés aussi en même temps. Ok, très bien. Les industries extractives ne sont qu'un prétexte
Le contenu local est une affaire d'économie nationale. Parfait. Mr. Alilou, one sentence, takeaway. The takeaway mainly is local content and the Africa Continental Free Trade Agreement. There's a clear nexus, an opportunity for us to trade among ourselves as African brothers. Thank you. Okay, very well. Koné, une phrase, takeaway. Pour moi, les bases du contenu local sont en place. Il y aura des challenges. Il faut garder un cadre constructif de sorte que tous les acteurs puissent travailler ensemble dans la bonne direction pour la mise en effectif de cette loi qui va permettre d'accroître, si tu veux, la productivité de leurs entreprises, du personnel et du pays. Bravo, merci. Kamel? Une phrase et demie. Une phrase. La réglementation sur la loi sur le contenu local va au-delà de la réglementation. Pour une entreprise et pour des entrepreneurs, c'est une invitation à l'audace. Et je veux dire à tout le monde, soyez audacieux. Allez chercher des marchés, allez chercher des opportunités. N'ayez pas peur des chiffres, parce qu'on sait comment trouver les moyens de faire financer tout cela. Et aux jeunes et à tout le monde, allez vous renseigner sur la loi. Sachez ce qui a été fait pour vous, parce que la loi, elle est d'abord pour vous. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous invite à applaudir notre panel. J'espère qu'il aura été intéressant et fructueux dans nos réflexions. Messieurs, merci beaucoup. Nous voudrions également remercier et saluer la présence du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, M. Mamadou Sangafoua Koulibaly. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Well done. Bye. Merci, well Monsieur done. le ministre. Merci Thank également, you very Monsieur much. Émile Ouesso, ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et de l'Assainissement du Congo-Brazzaville. Merci à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Inde. Merci à toutes les autorités présentes. Merci encore aux panélistes. Merci à Monsieur le modérateur. Merci à tous d'être venus. Merci beaucoup. Les officiels sont reçus pour la photo de famille. Merci, monsieur le ministre. C'est gentil. C'est apprécié. Merci beaucoup. Oui, pardon, monsieur le ministre. Oui. Merci. Ok. Merci beaucoup. Allez. Je suis la terre de Côte d'Ivoire. Mère protectrice et généreuse, mon ventre fertile a toujours su nourrir mes enfants. L'agriculture, c'est ma force, le socle de la prospérité de mon pays. Je suis la terre de Côte d'Ivoire et je sens en moi une jeunesse éternelle, de nouvelles forces et d'infinies possibilités. Mes tréfonds regorgent de métaux précieux. Le gaz et le pétrole sommeillent au large de mes côtes. Ces trésors cachés sous ma surface, je les ai longtemps préservés. Le temps est venu de les révéler au monde. Aujourd'hui, une nouvelle ère commence. Je vous invite à faire partie de ma nouvelle histoire, l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'histoire de l'Afrique. Venez, sublimez mes ressources. Mes fils et mes filles ont déjà compris ce qu'ils pouvaient tirer du fond de mes entrailles. En quelques années, ils ont accompli des progrès remarquables. Ma production d'or annuel a quadruplé ces 10 dernières années. Dans le même temps, le réseau électrique s'est déployé dans tout le pays.
Aujourd'hui, presque 100% de mes villes et mes villages ont accès à l'électricité. Je suis fier de dire que ma surface est l'une des plus éclairées d'Afrique. Dans le domaine des hydrocarbures, grâce à la loi sur le contenu local, mes enfants commencent déjà à profiter de mes richesses. Je suis la terre de Côte d'Ivoire, et mon odyssée extractive et énergétique ne fait que commencer. Car mon potentiel est immense, parfois même insoupçonné. Mon sous-sol renferme plus du tiers des réserves d'or de l'Afrique de l'Ouest.